Bienvenue dans le débat sur France 24. Ce 25 novembre est consacré à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Du Nigeria au Brésil, de la France à l'Inde, aucun pays n'échappe à la pandémie de Covid-19. Aucun n'échappe non plus à l'explosion des agressions subies par les femmes. Chaque année en France, près de 220 000 femmes sont victimes de violences commises par leur ancien ou leur actuel partenaire. 146 sont mortes en 2019. Alors pourquoi un si triste constat et comment prévenir ces violences? Emmanuel Macron en a fait une priorité de son quinquennat et justement on va en parler avec Mélina Mélina Huette, pardon. Donc, c'est la spéciale de Maradona qui m'a un peu fatiguée. Mélina Huette, qui était donc notre ancienne correspondante de France 24 en Espagne, journaliste, réalisatrice d'un superbe documentaire que vous avez fait qui s'appelle Avec les vivantes, Mélina. Par Skype, nous a rejoint Bérangère Couillard, députée La République En Marche de Gironde. Vous avez porté la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, adoptée à l'unanimité par les députés en juillet dernier. Bienvenue à vous, Bérangère Couillard. Par Skype de Paris, Sandrine Bouchet, présidente et cofondatrice de l'UNFF, l'Union nationale des familles de féminicides. Votre sœur a été tuée en 2017 par son compagnon. Mélina, on va commencer avec vous. Vous avez suivi pendant 10 mois plusieurs femmes qui aident les victimes de violences physiques et sexuelles sans être elles-mêmes victimes. Il y a Fabienne, la major de police, qui a mis en place des formations justement au sein de la police pour sensibiliser les policiers aux violences conjugales. Il y a Louise, qui est une interne en gynécologie et qui a effectué un stage à la Maison des femmes de Saint-Denis où des femmes battues sont excisées, se font soigner. Isabelle, l'avocate au barreau de Paris, qui s'occupe de violences infligées aux femmes et aux enfants depuis 27 ans. Et puis vous avez Julie également dans votre documentaire qui est colleuse d'affiches contre les féminicides. Pourquoi avoir choisi ces femmes ? Mais écoutez, Stéphanie, parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites, tant au niveau gouvernemental, mais également au bas de la société, on va dire, en tout cas à notre échelle, l'échelle des citoyens et des citoyennes. Et ce que je voulais montrer, c'était la mobilisation de personnes anonymes, parce qu'il y en a beaucoup en réalité qui, tous les matins, se réveillent avec absolument le même objectif, qui est de faire en sorte que les violences conjugales, ou toutes les violences faites aux femmes d'ailleurs, ne soient plus que quelque chose qu'on peut trouver dans les livres d'histoire, disons, et qui, chacune, en fait, à leur manière, lutte tous les jours pour que ces violences disparaissent. Et il se trouve que les institutions judiciaires et policières sont souvent mises en cause et on a envie de voir aussi ces personnes de terrain, en l'occurrence des femmes, qui agissent chacune à leur échelle pour que ça change. On va en regarder un extrait, Mélina, donc un extrait de votre documentaire tout de suite. Isabelle Steyer se bat aux côtés des femmes et des enfants victimes de violences depuis sa prestation de serment il y a 27 ans. Elle est la seule avocate à avoir réussi à faire condamner l'État français pour faute lourde dans le cadre d'un féminicide. Celui d'Isabelle Thomas, assassinée avec ses parents en 2014. Elle venait de quitter son compagnon et donc ce dernier n'acceptait pas la séparation, comme d'habitude dans le cas des féminicides, c'est le moment où on passe à l'acte. Il avait tenté de l'étrangler. Elle était donc allée déposer plainte au commissariat de son village et il avait été placé sous contrôle judiciaire comportant l'interdiction de la rencontrer et de se rendre sur les lieux qu'elle fréquentait. Malgré ces mesures, son ancien compagnon Patrick Lemoine continue de la harceler. La suit dans ses déplacements, lui envoie des centaines de messages. Réfugiée chez ses parents, Isabelle dépose plusieurs mains courantes pour signaler ces violations. Puis une ultime plainte en juillet 2014. Son ex-conjoint n'est alors ni placé en détention, ni même convoqué. En août, il se lance, armé d'un revolver, dans une course-poursuite derrière leur voiture. Il tue Isabelle et ses parents de plusieurs balles en plein jour. Après avoir pris la fuite en Belgique, il est finalement arrêté, mais se suicide en détention, rendant impossible la tenue d'un procès. Isabelle Steyer assigne alors l'État en justice pour faute lourde. La France est finalement condamnée en mars 2020. Dans de nombreux féminicides, on voit que l'État a défailli. Dans à peu près au moins 40% des féminicides, les femmes avaient déjà alerté les services de police, les services de gendarmerie, l'assistante sociale, le médecin. Combien de plaintes faut-il pour éviter un assassinat ? Dans le cadre de l'affaire Thomas, il y avait eu 5 plaintes. Le problème n'est pas que les femmes doivent parler. Isabelle avait appelé au secours.
alors même qu'elle était poursuivie, que l'appel au secours est enregistré et que l'on entendait les coups de revolver dans toute la ville, et notamment l'interlocuteur qui avait l'appel. Pourquoi est-ce qu'aucune voiture de police n'a été envoyée alors qu'elle était à 500 mètres du commissariat? Parce que son interlocuteur ne l'a pas cru. Mélina, c'est vrai que c'est terrible. Donc 80% des plaintes pour violence en France sont classées sans suite. L'État est défaillant face au féminicide. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce chiffre ne sort pas de nulle part. C'est l'Inspection générale de la justice qui le dit dans une enquête très récente. L'histoire qu'on vient d'entendre, elle est absolument terrible, et d'un côté, elle est affreusement banale. C'est-à-dire que des cas comme ça, Isabelle Steyer, donc avocate au barreau de Paris depuis 27 ans, vous l'avez rappelé en préambule, elle en voit passer énormément, et elle est affligée de voir à quel point les femmes sont empêchées, premièrement, de déposer plainte, et ensuite ne sont pas crues lorsqu'elles le font, lorsqu'elles arrivent à aller jusqu'au bout de cette procédure qui est très difficile pour les victimes. Donc il y a cette préoccupation qui est la parole des femmes, qui est constamment remise en question depuis l'entrée au commissariat jusqu'aux tribunaux français, malheureusement. Sandrine Bouchet, ce qui est arrivé à Isabelle Thomas est arrivé à votre sœur qui a été assassinée par son compagnon. Elle vous avait aussi alerté, et elle avait alerté la police, et elle non plus, on ne l'a pas cru. Non, ma sœur n'avait pas alerté la police. Ma sœur, il n'y avait pas eu de plainte pour ma sœur, mais par contre, elle m'avait alerté sur le fait qu'elle avait peur de son compagnon, mais pas peur au point de mourir, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une défaillance du côté de l'État malgré tout? Est-ce qu'elle a essayé justement de porter plainte, ou est-ce qu'elle n'osait pas? Non, elle n'osait pas. Elle n'osait pas parce que de toute façon, on sait bien comme c'est compliqué. Je pense manque de formation des policiers qui ne sont vraiment pas aguerris aux violences conjugales. Car bien souvent, quand une femme se présente pour déposer plainte et puis qu'elle y retourne pour enlever sa plainte et qu'elle revient pour déposer plainte, on pense que c'est une girouette, alors qu'on sait très bien que ces femmes-là, elles sont très souvent sous emprise, qu'on leur fait un chantage psychologique, un chantage aux enfants, un chantage financier, et que c'est très compliqué pour ces femmes-là de venir déposer plainte et de laisser la justice continuer. Et bien souvent, elles ne sont pas crues. Et vous-même ne l'avez pas encouragée à porter plainte? Non, parce que je n'avais pas non plus j'avais pas mesuré l'ampleur de l'emprise qu'il avait sur elle. Est-ce que c'est pas souvent ça, un peu le problème, déjà à la base, de ne pas mesurer justement ce qui se passe? Bien sûr, alors déjà ces femmes-là, elles sont aussi, elles le cachent, hein, bien souvent, hein. Les familles, nous sommes vraiment les derniers alertés. Quand on apprend les violences ou le décès de nos victimes, on est vraiment en état de sidération parce qu'on s'y attend pas, et parce qu'elles nous l'ont pas dit, et parce qu'on effectivement non plus aguerris sur les signaux faibles qu'elles peuvent nous transmettre, et qu'on n'arrive pas, nous, vraiment à interpréter. Bérangère Couillard, vous êtes à l'origine de la loi qui vise à protéger les victimes de violences conjugales. La première chose, on voit, c'est de libérer la parole. Et puis, c'est la prise en charge de ces femmes. On voit que la prise en charge des victimes est défaillante en France. Oui, vous le dites très bien, et d'ailleurs le reportage de Madame Huette le précise. En effet, il y a une nécessité en fait de mieux prendre en charge les victimes de violences conjugales. Forces de l'ordre, il y a eu des manquements, et donc le Grenelle des violences conjugales a ouvert beaucoup les esprits sur ce sujet, et je crois qu'il y a eu des décisions très fortes qui ont été prises, notamment par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, qui a notamment décidé de former davantage forces de l'ordre comme
tout citoyen, en fait, hein, doit apprendre à repérer les spécificités. On a d'ailleurs le reportage de Madame Huette le dit très bien. Souvent, on demande aux femmes de ne pas venir déposer plainte. En fait, on refuse de prendre leur plainte, ou même parfois on minimise les violences qu'elles ont pu rencontrer. Et donc, il y a aussi on les culpabilise. Et donc, il faut faire comprendre aux forces de l'ordre qu'il y a parfois des raisons pourquoi les femmes ont du mal à parler, pourquoi les femmes des fois ne partent pas du domicile parce que les forces de l'ordre se demandent mais pourquoi ne partent-elles pas du domicile, ou encore pourquoi elles viennent parfois déposer plainte pour ensuite la retirer. Et je crois que c'est ce travail-là qui était essentiel à faire, donc 120 heures qui sont pour les forces de l'ordre en formation initiale. Après, il y a des modules de formation continue qui sont également proposés, donc ça c'est essentiel. Et puis il y a également donc d'autres choses qui sont mises en place, notamment un audit sur l'accueil des femmes qui est actuellement réalisé pour s'assurer que les femmes soient bien reçues dans les commissariats et les gendarmeries pour pouvoir justement modifier si c'est nécessaire l'accueil, et puis également une grille d'évaluation du danger qui est composée d'une vingtaine de questions pour s'assurer justement que les femmes mesurer le danger en fait que les femmes rencontrent. Mélina, dans votre documentaire, d'ailleurs, vous suivez cette femme policière. C'est important. Et d'ailleurs, elle forme elle-même les policiers à l'accueil justement de ces victimes. C'est vraiment important, en tout cas pour elle. Oui, ça fait 10 ans que Fabienne Boulard, qui est donc major de police, fait ses formations auprès de ses collègues, mais pas que. Elle le fait également auprès de personnels hospitaliers, auprès de civils dans des associations. Donc vraiment, il y a un maillage du territoire qui est fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait que les différentes organisations travaillent main dans la main pour que chacun comprenne quel est le rôle de chacun et de chacune. C'est-à-dire qu'elle le répète, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, donc nous, on ne peut pas faire ce travail-là, mais eux non plus ne savent pas forcément comment ils peuvent aider. Et depuis juillet, c'est tout à fait possible de déposer plainte en hôpital. Donc il y a tout ce travail-là qui est effectué. Très récent donc. Très récent. Alors ces formations datent de 10 ans en ce qui concerne les Yvelines. Ça se déploie progressivement sur tout le territoire, et cette prise en charge globale, effectivement, elle est très récente, elle date du Grenelle. Il faut aller bien évidemment plus loin, il faut que les formations soient généralisées à l'ensemble du territoire. Et tout à l'heure, vous parliez, Madame Couillard, de l'emprise qui est très importante, et dans les formations, on ne le voit pas forcément dans le documentaire parce que ce sont des formations assez longues. Fabienne Boulard l'explique très bien, cette emprise et les conséquences de l'emprise, et parfois le discours qui est variant, qui est changeant, et que ça ne devrait pas être une condition pour, par exemple, ne pas prendre la plainte, que ça n'est pas le rôle du policier qui accueille la femme victime. Son rôle, c'est de prendre la plainte quoi qu'il arrive, et l'enquête dira par la suite s'il y a raison ou pas de prendre, par exemple, des mesures de protection, voire d'aller jusqu'à la procédure pénale. Sandrine Bouchet, comment la justice, puisque là on parle de la police, mais il y a effectivement ensuite la justice, comment s'est-elle occupée du féminicide de votre sœur? Est-ce que l'auteur a été puni? Oui, l'auteur a été puni. Nous avons eu un procès en janvier 2020. On a pu voir effectivement une évolution entre les peines prononcées avant le Grenelle et les peines prononcées après le Grenelle. Car effectivement, alors nous, on parle surtout des féminicides. Quand on voit les mesures, très peu de mesures sont en faveur des familles et des enfants de féminicide. Il y a eu effectivement beaucoup d'avancées sur les violences conjugales, mais très très peu de mesures pour les familles. Mais ça a quand même sensibilisé la population, ce qui fait que les jurés populaires qui jugent les assassins ont été également sensibilisés, et on voit des peines plus lourdes. Donc dans le cas de ma sœur, son assassin a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il a été déchu de son autorité parentale. Alors justement, Sandrine Bouchet, déchu de son autorité parentale, vous parliez de la protection des familles. Votre sœur a une fille, il me semble. Est-ce qu'elle demande à voir son père? Comment est-elle protégée? Alors non, elle ne demande pas à voir son père. Moi, j'ai en fait effectué un parcours pour obtenir la garde de ma nièce en demandant une délégation d'autorité parentale assez tôt dans la procédure qui m'a été octroyée, parce que ce n'était pas de fait. L'assassin de ma sœur n'a pas été, son autorité parentale n'a pas été suspendue de fait. Il a fallu faire des démarches donc que j'ai entamées.
Et ensuite, il a été déchu au moment du procès. Quant à la protection, c'est en ayant obtenu cette délégation d'autorité parentale totale, je suis devenue son tuteur, sa tutrice, et ça m'a permis de la mettre à l'abri. Aujourd'hui, elle ne demande pas à le voir. Elle s'est faite une raison. Elle a été très attentive au procès, ce que j'ai pu lui raconter. Et elle m'a pris 20 ans de prison. Elle s'est dit, bah, si un jour je veux lui parler et je veux lui demander. Petit problème de liaison avec Sandrine Bouchet. Bérengère Couillard, est-ce que vous pouvez rebondir justement sur la protection des femmes, bien sûr, mais aussi des enfants? Comment mieux les protéger justement lorsque leur mère se fait assassiner par leur père? Été voté en juillet dernier qui prévoit en fait une automaticité du retrait de l'autorité parentale lorsque l'un des conjoints a tué l'autre. Je crois que c'est absolument nécessaire. On ne pouvait plus avoir ce type de situation décrit à l'instant par Madame Bouchet. Et puis également la suspension possible par le juge de l'autorité parentale lorsqu'il y a des violences avérées au sein du couple. C'est en effet particulièrement indispensable parce que les enfants sont des victimes collatérales de ces violences conjugales. On sait que c'est particulièrement destructeur pour les familles. Et puis, je crois qu'il est absolument nécessaire aussi, c'est toute l'idée des mesures qui sont mises en place, c'est évidemment de protéger les enfants, mais en protégeant leur mère. C'est-à-dire que, évidemment, c'est accompagner au mieux, une fois que la victime a réussi à porter plainte, qu'elle a réussi à sortir, en tous les cas, des griffes de son bourreau, de pouvoir, retrouver vie, de pouvoir retrouver un appartement, de pouvoir être accompagnée par les associations pour justement se reconstruire. Je crois que c'est absolument nécessaire et les enfants sont évidemment extrêmement sensibles à l'équilibre familial. Mélina, on voit d'ailleurs dans votre documentaire que parfois ce sont les enfants qui alertent même. Oui, tout à fait. Pendant le confinement, Isabelle Steyer a été témoin évidemment d'une explosion des signalements, mais aussi, et pour la première fois, ce sont des enfants qui ont essayé de la contacter, ce qui est assez alarmant. Dans le cas de l'affaire de Julie, qui est citée dans le documentaire, il y a aussi une fille de la victime qui avait 17 ans et demi quand elle a retrouvé sa maman morte en 2019, en juin 2019, et qui n'a pas été prise en charge parce qu'elle avait 17 ans et demi. À 6 mois après, elle était majeure, mais qui s'est retrouvée sans absolument rien, avec une maison sous scellée, qui a dû racheter jusqu'à des petites culottes, ne pas pouvoir récupérer son téléphone portable. Si elle n'avait pas eu de famille pour la prendre en charge à ce moment-là, elle aurait été toute seule. Et les enfants sont souvent les grands oubliés des violences faites aux femmes. Et c'est encore ce qui manque, c'est la prise en charge de ces enfants, tant sur le plan psychologique que matériel. C'est encore ce qui manque, Bérengère Couillard, malgré les progrès de la loi que vous avez soutenue? Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est un combat de longue haleine. D'ailleurs, on fait souvent le parallèle avec l'Espagne. Ça fait 15 ans que l'Espagne mène qui a une forte volonté justement et met en place des mesures très efficaces contre les violences conjugales. Et je crois que nous devons suivre évidemment cet exemple et cette même progression. Nous avons engagé, je crois, un budget inédit pour les victimes de violences conjugales, pour lutter en tout cas contre ces violences depuis un an. Et nous devons évidemment avoir une attention particulière pour les enfants. Donc, lorsque évidemment la femme victime de violences conjugales, oui. On avait Excusez-moi, j'ai un léger décalage. Voilà, en tout cas, on vous a compris. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24 consacré aux violences faites aux femmes, alors que ce 25 novembre, baptisé Journal international pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, vise bien sûr à sensibiliser sur ces drames. Chaque année en France, près de 220 000 femmes sont victimes de violences commises soit par leur ancien conjoint, soit par leur actuel partenaire. 146 sont mortes en 2019. Je suis toujours en compagnie de Mélina Huette, qui est journaliste et qui vient de réaliser un excellent documentaire
qui s'appelle Avec les vivantes, que vous retrouvez d'ailleurs sur notre site internet www.france24.com. Par Skype de Paris, Bérangère Couillard, qui est toujours avec nous, députée La République En Marche de Gironde, qui a porté la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, adoptée d'ailleurs à l'unanimité, cette proposition de loi, en juillet dernier. Enfin, nous a rejoint par Skype de Bukavu, en RDC, en République démocratique du Congo, Patrick Lussala. Bonsoir, merci de nous rejoindre, coordinateur médical long terme chez Médecins du Monde France. Les violences faites aux femmes sont multiformes, féminicide bien sûr, viol, mais aussi excision, c'est-à-dire l'ablation du clitoris. On écoute ces témoignages au Sénégal. affaire bi daf may sonal daal surtout su ma nekkee école daf may tëree def cours yu bëri su ma nee problème sama biir bàyyi ma daf may ne ñibbil. Comme on l'a dit, ça augmente et c'est ça qui nous inquiète nous le plus. Les populations, je ne sais pas, à cause de la situation de la pauvreté et du respect des normes sociales, continuent vraiment à développer ces pratiques. Patrick Lussala, vous n'êtes pas au Sénégal, mais en RDC, dans la zone nord-est, me semble-t-il, dans le Kivu. Il y a 200 millions de femmes victimes d'excision dans le monde. Le docteur Mukwege, qu'on connaît bien ici à France 24, prix Nobel de la paix, lui répare les femmes victimes d'excision. En RDC, d'ailleurs, là où vous vous trouvez, il les reconstruit. C'est donc un combat de tous les jours que, justement, lutter contre ces mutilations imposées aux femmes. Effectivement, donc c'est un problème pour nous en RDC, un problème majeur. Et ce problème prend de plus en plus de place auprès des intervenants, que ce soit étatique comme non étatique. Nous, dans le cadre de nos activités, Médecins du Monde France, comme Médecins du Monde Belgique, et qui, ici à Bukavu, appuie effectivement l'hôpital des Panzi, où travaille notre prix Nobel de la paix, effectivement. Nous sommes là pour soutenir ce travail. Non simplement faciliter l'accès aux services pour les femmes qui arrivent au niveau de cette structure, mais aussi au travers des communautaires, arriver à donner l'information et donner la possibilité à la femme d'être accueillie pour une assistance. Et la RDC a évolué toujours avec cette double facette, un profil des personnes qu'on considère vraiment plus exposées du côté est du pays. Là où moi je suis, effectivement, c'est beaucoup plus du côté est, donc à Bukavu. Et pourquoi? C'est parce que c'est une zone de conflit ouest. Et pourquoi plus à Bukavu? Bon, pas que, je pense, les conflits, c'est un facteur qui vient effectivement aggraver, puisque à la base, il y a toujours ce problème de domination, de pouvoir, et effectivement, il y a les problèmes de discrimination existent aussi. Là où il y a la guerre, même là où il n'y a pas la guerre, la société, malheureusement, évolue avec cette domination de l'homme sur la femme, beaucoup plus. Et l'expression de la femme est étouffée et malheureusement, on peut arriver à des extrêmes. Donc, si les personnes ont tendance à bien comprendre ou à connaître les violences sexuelles, mais il y a aussi tous les aspects des violences physiques, au niveau des domiciles, au niveau de l'environnement du travail, même à l'école, donc plusieurs aspects. Et comme je disais, il y a cette réalité à l'est, mais aussi à l'ouest du pays, où vous avez la ville de Kinshasa et les autres provinces, partant de l'Équateur, les différentes provinces tout autour de Bandundu et Congo central. On a aussi des problèmes, que ce soit des violences sexuelles, des violences physiques, sociales, économiques. On enregistre dans le pays. Et c'est comme ça que je disais, ces problèmes mobilisent la société et amènent beaucoup plus, de plus en plus d'engagement, que ce soit les gouvernements et les organisations qui les soutiennent. Voilà. Merci Patrick Lussala. Mélina, ce n'est pas seulement en RDC que ça arrive, puisqu'il y a 53 000 femmes qui sont mutilées.
en France. On le voit d'ailleurs dans votre documentaire, puisqu'il y a cette jeune Malienne qui parle de son excision. Ça se passe en région parisienne, donc tout près de Paris, à Saint-Denis, dans cette maison des femmes, où on pratique justement la chirurgie de reconstruction clitoridienne à cette maison des femmes, comme la pratique le docteur Mukwege en RDC. Cette chirurgie qui reconstruit les femmes, c'est identitaire d'ailleurs, dit la chirurgienne dans votre documentaire. Oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent inciter à la réparation. Il y a avant tout des douleurs lors des rapports sexuels, une absence de désir, une absence de plaisir parfois. Et puis, il y a une reconstruction pour des raisons identitaires, c'est-à-dire que certaines femmes n'ont pas forcément de douleur lorsqu'elles ont été mutilées, mais ont besoin de reprendre possession de leur corps, de reprendre quelque chose qu'on leur a pris. Et ça, Louise l'explique très très bien dans le documentaire. Je reviens aussi sur le fait que la Maison des femmes ne prend pas en charge seulement l'excision. C'est tout type de violence. Ça va des violences psychologiques aux violences physiques, les violences économiques et bien sûr la prise en charge de l'excision. Bérangère Couillard, est-ce qu'il y a une interdiction de cette pratique de l'excision en France? Est-ce que c'est un délit sexuel? C'est évidemment une pratique qui n'est pas tolérée. Vous l'avez rappelé, 40 000 à 60 000 femmes sont aujourd'hui, subissent l'excision en France. Et un plan d'action qui avait été lancé en juin de l'année dernière par Marlène Schiappa, qui était encore en charge des dossiers sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui avait justement lancé un plan d'action qui prévoyait notamment une meilleure information des femmes dans les territoires concernés, et puis également un partenariat avec les acteurs locaux, je pense notamment à l'ARS, à tous les acteurs médico-sociaux qui permettaient en tout cas de mieux accompagner les femmes qui en étaient victimes, mais aussi les femmes qui pourraient en être victimes également. Plus largement, dans votre loi, il y a la possibilité, d'après ce que j'ai lu, offerte aux médecins de signaler au procureur de la République des faits de violence conjugale. C'est une disposition qui avait fait couler beaucoup d'encre. C'est une avancée. C'est une avancée, évidemment, c'était essentiel. Beaucoup de médecins s'en sont évidemment émus et je comprenais aussi leur crainte, mais il y a beaucoup de médecins aussi qui nous le demandaient. Et d'ailleurs, on a été soutenus sur cette mesure par l'Ordre national des médecins. Sans eux, nous ne l'aurions pas fait. L'idée que, en fait, un médecin puisse signaler au procureur de la République qu'une femme est en danger de mort immédiat, imminent, parce qu'elle est sous emprise de son conjoint violent et est en incapacité en fait de prendre la décision de partir. Et donc, il y a souvent des médecins qui nous disent, mais moi en fait, la prochaine fois, j'ai peur de la retrouver morte. Et ils ont peur qu'elle ne vienne pas en fait, qu'elle vienne plus les voir. Donc, je crois que c'était absolument nécessaire qu'on puisse laisser cette possibilité. Il n'est pas question de pouvoir signaler à n'importe quel commissaire de police. Là, on parle du procureur de la République qui sera libre d'ouvrir évidemment une enquête et donc d'intervenir dans la vie de cette femme pour pouvoir la sauver. Patrick Lussala, vous êtes toujours en RDC, dans le Nord Kivu. Dans les zones de guerre, le corps des femmes est utilisé comme une arme de guerre. Le viol est une arme de guerre. Malheureusement, cette situation est vécue dans des zones effectivement en conflit dans notre pays. Cette cruauté humaine arrive à vouloir diminuer la femme dans son essence et aussi toucher la communauté, puisque la femme, c'est un acteur, on va dire, qui est central dans l'équilibre même du foyer, du couple et de la communauté. Et si elle est atteinte comme cela, donc on s'entend derrière cela et une déstructuration sociale même de cette société. C'est malheureux effectivement de vivre cela. Voilà pourquoi il faudrait avoir des acteurs qui se mobilisent pour dire non, ça ne peut pas se faire. Et pour celles qui arrivent, heureusement pour celles qui arriver à les assister. Parvenir à les assister et apporter le soin à temps. Voilà. Mélina, vous parlez justement dans votre documentaire du patriarcat. On voit cette femme qui en fait colle des affiches et qui dénonce le patriarcat. Elle dit qu'elle veut se réapproprier l'espace public dans le sillage du mouvement MeToo. Patrick Lussala parlait un petit peu justement du patriarcat. Est-ce qu'il est à l'origine de tous les maux? Patrick Lussala, oui. Même
Oui. pour expliquer tout ce que la femme arrive à vivre. L'image de l'homme est promue. Donc, l'homme a la décision, l'homme va fixer au point que la femme n'a pas à avoir un discours contraire à l'homme. Cette image du patriarcat fait d'autant plus mal dans ce sens que les commandes, les désirs de l'homme, si ne trouvent pas de répondants auprès de la femme, après, ça va s'exprimer par cette violence. Et on a par ailleurs dans la RDC une partie quand même des sociétés qui a ce profil matriarcal, mais on vit quand même aussi des violences. L'Ouest et la RDC, le cas tout autour du Royaume Congo et tout ce qui se développe autour du Congo central, là, on a plutôt fait cette typologie matriarcale. Mais cela ne dit pas que dans cette partie-là, il n'y a pas de violence. Mais je dirais effectivement, c'est le poids de l'homme aggrave la situation. Quand on a au moins la place et la femme qui est promise, il y a un certain équilibre. Mais dans tout, il faut reconnaître que l'image de l'homme renforcé aggrave la situation et malheureusement, c'est vécu au Congo, je pense, comme dans d'autres pays en Afrique. Voilà, au Congo et pas seulement en Afrique d'ailleurs, puisque Mélina, donc vous avez, je reviens sur cette femme qui colle ses affiches, qui dénonce, elle, le patriarcat dans le sillage de MeToo et qui dit justement que le patriarcat est à l'origine de tous les maux dans votre documentaire. Oui, Julie, comme beaucoup d'autres membres de ce mouvement des collages, c'est basé aussi sur cette réappropriation de l'espace public, vous le disiez, qui est un espace essentiellement masculin, qui est parfois vécu comme une agression au quotidien. Hein. On pense au harcèlement de rue, mais également à toutes les agressions qui sont vécues au quotidien sur l'espace public. Donc il y a une volonté de se réapproprier l'espace public pour ces femmes qui font partie de ce mouvement des collages contre les féminicides. Il y a cette revendication d'une société moins patriarcale, voire pas patriarcale du tout. Louise le dit elle-même, puisqu'on apprend qu'elle est enceinte dans le documentaire, et elle le dit, ça fait aussi mal aux garçons, cette société patriarcale. La masculinité toxique est aussi responsable de nombreuses violences de la part des hommes. Et comment on fait pour élever un petit garçon dans une société qui voudrait qu'il devienne cette espèce de mâle alpha, parfois, qu'on voit dans les films, à la publicité, dans les clips Voilà, donc c'est un combat de longue haleine parce que c'est structurel, c'est sociétal, c'est systémique. Et très engagée dans votre documentaire. Bérangère Couillard, dans la loi que vous avez portée, vous êtes intéressée justement à cette notion d'emprise, cette domination donc d'un conjoint sur l'autre qui peut conduire même au suicide forcé de la victime. Et de ce point de vue-là, la loi a été durcie. Oui, tout à fait. Et on reconnaît la notion d'emprise. J'avais rencontré l'ancienne avocate Yael Mellul, qui se bat depuis des années pour faire reconnaître la notion d'emprise. Et donc, nous la prenons, nous la reconnaissons là, avec ce texte de loi, ce qui permet notamment de permettre aux professionnels de santé, justement, de faire un signalement au procureur de la République. Et puis, nous alourdissons les peines aussi lorsqu'il y a harcèlement moral au sein du couple, parce que c'est souvent minimisé, les violences psychologiques sont minimisées, elles se voient moins, elles sont plus insidieuses, et donc il faut aussi les punir parce qu'elles détruisent évidemment la vie de ces femmes. Et comment définissez-vous exactement justement cette notion d'emprise ? Mais en fait, la notion d'emprise, c'est justement la difficulté, mais c'est de reconnaître en fait que la femme ou l'homme, hein, mais dans le cas, ce sont souvent des femmes, qu'elle n'est plus en capacité en fait de prendre une décision qui est bonne pour elle, mais également souvent pour ses enfants, parce que souvent les femmes victimes de violences sont mères de famille, et donc elles sont dans l'incapacité en fait de partir, de prendre des bonnes décisions, et donc elles sont totalement sous la coupe de leur conjoint ou ex-conjoint, donc ça peut être évidemment extrêmement dangereux pour elles. Patrick Lussala, est-ce que vous parlez aux hommes aussi de ces violences commises aux femmes ?
Oui, effectivement, je pense, nous avons, au travers de plusieurs projets, l'intégration de l'approche genre, ça c'est notre porte d'entrée, mais nous touchons effectivement par le regard de renforcement d'une masculinité positive. Le cas de Kinshasa, où Médecins du Monde France développe un programme qui vise l'amélioration de l'accès aux services aux adolescents et jeunes, mais aussi aux adultes. Nous communiquons premièrement pour parler des services qui existent. Et dans les thèmes de communication, de sensibilisation, nous parlons effectivement des violences. C'est vrai, ce qui est facile, comme je le disais, c'est la violence sexuelle, ce qui apparaît si facilement, mais au travers de ces sujets, on arrive à parler des violences de manière globale. Et ce qui ressort le plus dans la communication, dire aux hommes que autant qu'il a le droit de s'exprimer, mais aussi la femme ou la fille. Et s'il y a la place pour l'homme, il y a aussi la place pour la fille. Et que ce soit dans le centre de santé, mais que ce soit dans la communauté, nous arrivons à faire l'équilibre. Nos équipes sont dans la plupart des cas mixtes. Donc, dans les animations, on a toujours un homme et une femme, si pas une jeune fille et un jeune garçon. Et là, nous notons tous les égards qu'il y a qui tentent de renforcer la place de l'homme. Et sciemment, nous renforçons donc dans notre communication la place de la femme. Et là, selon les faits enregistrés ou connus dans la société, concrètement dans des sites où nous sommes, comme la commune de Selemba ou de Kingabois, nous donnons cet équilibre-là. Donc, en déconseillant ou en décourageant tous les aspects qui tentent à faire taire la femme, n'est pas lui donner la place et n'est pas considérer son point de vue, la juger par son accoutrement. Donc, on a plusieurs aspects qui, à chaque fois, tentent de renforcer une masculinité positive. Mélina, vous avez été correspondante de France 24, je le disais, à Madrid, en Espagne. Le gouvernement espagnol avait présenté un projet de loi contre les viols, introduisant l'obligation du consentement explicite. Et c'était après un très grand scandale dans ce pays. Vous pouvez nous le rappeler, est-ce que l'Espagne, finalement, va plus loin que la France ? Déjà, l'Espagne, c'est depuis 2004 que c'est une grande cause nationale. Donc, c'est pas récent. Ça fait 16 ans qu'il y a un budget très conséquent alloué aux mesures prises pour lutter contre les violences de genre, ce qui est appelé là-bas les violences de genre, voire les violences machistes. Donc, c'est en ce moment 200 millions par an, avec un budget pour l'année prochaine de 451 millions proposé par le PSOE qui est au pouvoir. Donc il y a de toute façon une prise de conscience qui est là depuis de très très nombreuses années. Et puis il y a eu effectivement cette affaire dite de la manada, de la meute, où une jeune femme... C'était déjà cette affaire de la meute? Alors c'était en 2016 lors des fêtes de Pampelune, une jeune femme qui a été violée en réunion par 5 jeunes hommes qui ont filmé d'ailleurs le viol et qui s'en sont félicités sur WhatsApp en s'appelant eux-mêmes la meute. Le procès a été très médiatisé en 2018 et malheureusement pour toutes les associations et toutes les femmes victimes, ça a été considéré comme un abus sexuel parce qu'on a considéré que peut-être elle était un peu consentante puisqu'elle n'avait pas manifesté de signes clairs de non-consentement alors qu'elle était sous l'emprise de drogue. Donc évidemment, ça a jeté des centaines de milliers de personnes, femmes comme hommes, dans la rue en Espagne. Et ça a créé une volonté de réviser le code pénal pour que la notion d'abus sexuel disparaisse purement et simplement. Donc en mars, il y a eu une pré-proposition de loi effectuée par Irene Montero, qui est ministre de l'égalité en Espagne, et qui a décidé qu'il fallait... au même titre que le Royaume-Uni ou la Suède, insérer cette disposition claire d'un consentement. Il faut que le consentement soit clair dès le début, et ça n'est plus à la victime de prouver qu'elle n'était pas consentante. Ce qui était un peu ce dont on parlait tout à l'heure, le fait que la victime elle-même est considérée comme coupable, en quelque sorte. Juste un dernier mot, Bérangère Couillard, juste en conclusion justement sur cette histoire de consentement. On pourrait aller plus loin en France, très vite?
Oui, il y a déjà eu des mesures sur la loi violence sexiste et sexuelle qui était autrement appelée la loi Chiappa. Il a été question en fait d'avoir une présomption de culpabilité lorsque la mineure a moins de 15 ans. Ce qui a été retenu, parce que ce qui est important de rappeler, c'est que le viol est vu lorsqu'il y a menace, contrainte et surprise. Et là, on a rajouté dans la loi lorsqu'il y a une reconnaissance de l'incapacité de prendre la décision, c'est-à-dire pour un mineur de moins de 15 ans, lorsqu'on s'aperçoit que la mineure de moins de 15 ans est en incapacité de prendre cette décision, de dire oui ou dire non, ou qu'elle n'est pas en capacité en tout cas de prendre une décision éclairée, dans ces cas-là, le viol peut être constitué. Ce qui est une avancée assez considérable parce que c'était justement important d'avancer sur ce sujet parce qu'on avait vu notamment d'autres cas en France avec ce que j'appelle des viols, mais qui n'ont pas été reconnus comme un viol par la justice sur un homme de 33 ans qui a abusé d'une jeune fille de 12 ans. Merci beaucoup Bérangère Couillard d'avoir été avec nous. Merci Mélina. Mélina Huette, donc journaliste, je rappelle le titre tout de même de votre documentaire Avec les vivantes et vous pouvez le voir sur le site internet France 24. Merci également à Sandrine Bouchet qui était avec nous en première partie. Merci Patrick Lussala d'avoir été avec nous en direct de RDC. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Restez avec nous.